Merci Simon pour ce film. Alors, je sais que tu as suivi des études de cinéma documentaire à l'université d'Evry. Et ensuite, quelques années après, tu t'es rendu en Égypte pour faire ton premier long métrage documentaire. C'était pendant la période de la Révolution en Égypte, avec une co-réalisatrice, donc c'était Sophie Zarifian. Et aujourd'hui, tu nous présentes donc ton deuxième long métrage qui se passe, vous avez vu, donc en Éthiopie. Et donc la première question, je me demandais pourquoi ce désir d'aller si loin pour nous ramener des histoires ici. Euh, Merci pour la question. Après, là, il se trouve que mon premier film, Le Printemps d'Anna, se passait donc en Égypte, et là en Éthiopie. Après, c'est un petit peu le hasard enfin le hasard. C'est aussi parce que je pense que j'aime voyager, que j'aime aller à la rencontre des autres. Et en tout cas, en ce qui concerne ce film-là, c'est en fait mon frère habite en Éthiopie et il est marié à une Éthiopienne qui est originaire de la ville de Dire Dawa, donc qui est une ville qui a été créée donc à la fin du 19e siècle, au début du 20e, pour accueillir les ateliers de maintenance du chemin de fer. Donc la ville a un lien très fort avec le chemin de fer. Et quand je suis allé leur rendre visite, elle m'a dit si tu passes par Dire Dawa, il faut vraiment que tu ailles visiter les ateliers de maintenance. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est un lieu qui m'a tout de suite frappé parce que c'est un lieu qui a une beauté tragique comme ça, très forte. Et il y a plein de vieilles carcasses de locomotives qui sont garées ici et là, qui sont complètement rouillées, qui sont recouvertes par la végétation. Et donc déjà le lieu m'a frappé. Puis après j'ai rencontré les cheminots, donc notamment Beranou qui est en fait le chef du département wagonnage qu'on voit dans le film, qui a une barbe là, et qui est le premier que j'ai rencontré, qui lui pour le coup parle très bien français, donc ça a été très simple pour converser. Et, voilà, en discutant avec lui, tout ça, il m'a dit, qu'en plus il savait que je faisais des films, il m'a dit faudrait faire un film ici. Et c'est vrai que moi tout de suite ça m'a intéressé de faire un film sur, parce qu'en plus je sentais que c'était vraiment une période un petit peu charnière qui traversaient, parce qu'on sent bien que c'est les dernières lueurs de cette ligne de chemin de fer. Est-ce que tu peux nous situer la date du tournage? Parce que cette conception de cette nouvelle ligne électrifiée de train, elle date des années 2010. Et le tournage, il a eu lieu parce que dans le film, moi j'ai eu du mal un peu à me rendre compte un peu du temps en fait. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai commencé à m'intéresser donc à la ligne en 2019 et j'ai tourné les premières images fin 2019, début 2020. Et donc, voilà, après le tournage s'est échelonné comme ça sur 4 années. Et donc, j'y allais tous les ans et j'essayais de rester quand même un temps assez conséquent pour passer du temps avec eux, pour être avec eux, pour comprendre aussi les dynamiques et tout ça. Donc voilà, ça s'est échelonné sur 4 ans. Et donc, oui, l'arrivée de ce qu'ils appellent le train chinois, ça date de 2018. Il a été mis en service début 2018. Et voilà. C'est vrai qu'au début, j'avais envie de faire un film qui rendrait compte vraiment de une semaine de travail. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit qu'en fait, j'avais amassé une matière assez conséquente sur une période assez longue. Donc, je pensais que c'était intéressant aussi de restituer les changements qui avaient pu exister, notamment l'arrivée d'une nouvelle direction, tout ça. Donc, voilà, je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être plus intéressant d'étirer la temporalité du film. Même si effectivement, dans le film, on ne peut pas vraiment savoir combien de temps, mais pour moi, c'est pas très important. Et comment trouver du financement en fait pour un projet qui commence, bon, comme tu as dit, avec cette envie partagée de toi et les personnes filmées. Comment tu as commencé? Est-ce que tu as fait de repérage tout seul, premières images, voilà, en assumant que peut-être que tu allais commencer un projet, mais sans trop de garanties. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai eu la chance assez rapidement. Dès que j'ai commencé à penser au film que je voulais faire, j'ai eu la chance de participer à un dispositif qui s'appelle les pitch d'ad hoc,
qui est en fait un dispositif d'accompagnement sur quasiment 6 mois. Et donc après, à la fin de ce dispositif, on a la possibilité de pitcher devant des producteurs, des productrices. Donc moi déjà, le fait d'être accompagné comme ça pendant presque 6 mois, ça m'a permis vraiment de mettre les choses au clair et de savoir vraiment quel était le film que je voulais faire. Même si c'était encore très balbutiant, ça me permettait déjà d'avoir des intentions assez fortes. Et donc j'ai pas trouvé de producteur directement à l'issue de ce dispositif-là, mais en tout cas ça m'a conforté dans l'idée que j'avais un film qui se dessinait. Donc j'ai après en plus très vite est arrivé les confinements successifs qui ont été pour moi des périodes d'écriture intenses. Et après j'ai rencontré donc ma productrice Estelle Robin-You, que j'ai rencontrée. Enfin, on a commencé à travailler ensemble début 2021. Et donc après, on a fait une recherche de financement un petit peu classique dans le milieu du documentaire. Je suis passé par d'autres résidences d'écriture parce que à certains moments, j'avais besoin j'étais bloqué, je ressentais le besoin à la fois de me rendre sur place pour continuer à observer ce qui se passait et de revenir et d'écrire. Et après, en tout cas, la productrice très rapidement, elle a dit donc ça, c'est un film qu'elle espérait faire avec la télé. Donc elle avait pensé à une case en particulier, donc qui est France 2, 25 nuances de doc. Et donc on les a sollicités et ça a fonctionné. Donc ça a vraiment acté le fait que le film allait exister, c'était sûr. Et donc, moi donc j'ai fait, j'ai fait trois périodes de repérage seul, enfin 2 avec un assistant quand même. Et après, on a fait un dernier tournage avec une petite équipe où du coup j'avais un assistant, un ingénieur du son. Il y a même un autre chef opérateur qui est intervenu aussi, notamment sur toutes les séquences dans le train, parce que c'était quand même pas mal d'être plus nombreux pour pouvoir tourner ces scènes. Et puisque tu les cites, donc tu as été assisté par un assistant réalisateur fixeur, je pense, éthiopien. Et puis à un moment donné, il y a un ingénieur du son qui est aussi éthiopien. Et alors, la première question, c'est est-ce que tu parles la langue? Enfin, il y a plusieurs langues en Éthiopie. Déjà, dans quelle langue c'est le film? Quelle langue ils parlent, en fait, les cheminots? Donc la langue officielle en Éthiopie, c'est l'amharique. Et donc la plupart du film est donc en langue amharique. Et après, il y a, étant donné que Dire Dawa, c'est une région, est une ville qui est dans une région dont la langue est le somali, donc notamment dans le train, et notamment la vendeuse de Kat, elle parle en langue somali. Et toi, je ne sais pas si c'est des langues que tu maîtrises, que tu parles, mais en tout cas, à des moments donnés, on comprend, il y a un petit brief comme ça, on s'adresse à toi en anglais. Donc, j'imagine que peut-être c'est cette langue-là que vous avez utilisée entre vous, entre toi et les personnes filmées. Et donc, quel a été le rôle de l'assistant réalisateur et l'ingénieur du son en tant qu'éthiopien? Ouais. Alors, donc l'amharique, moi, je le parle pas. Forcément, on a des mots, des expressions, des phrases. Donc, je comprenais à peu près de quoi il s'agissait. Et donc après, l'assistant, il était avec moi lorsque je tournais en fait. Et donc il me disait un petit peu ce qui était en train de se jouer. Enfin, pas jamais quand tu tournais, mais un petit peu avant ou un petit peu après. Et donc pour le coup, avec les cheminots, donc il y en a un qui parlait très bien français, il y en a qui parlent assez bien anglais, puis il y en a qui parlent pas du tout ni français ni anglais, donc il fallait se débrouiller autrement, donc soit passer par l'assistant, ou puis des fois on essaie de se comprendre comme ça. Et on sent une grande complicité avec toi, tes personnages, entre eux déjà. On peut penser que c'est du fait de leur grande expérience au travail ensemble, mais tu es, en tout cas dans le film, de ce qu'on voit, tu es tout de suite accueilli parmi eux. Comment ça s'est construite cette confiance? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça s'est construit au fur et à mesure? Ça demande du temps. Ça demande du temps parce que en fait, très vite, ils ont compris que j'avais envie de faire un film avec eux et que le travail, ça m'intéressait. Mais en fait, moi, il y avait aussi tous les à côté qui m'intéressaient. Et au tout début, quand je sortais ma caméra et que j'essayais de les filmer aussi dans des temps un peu plus creux, au début, ils n'étaient pas très à l'aise avec ça. Et puis, du coup, il a fallu que j'explique un petit peu le film que j'avais envie de faire.
Et puis, en fait, d'une fois sur l'autre, à chaque fois que je revenais, je sentais que la confiance, elle était toujours plus grande et qu'ils acceptaient aussi de se montrer dans des situations de plus grande vulnérabilité ou d'intimité, en tout cas. Donc, je sentais que d'une fois sur l'autre, j'arrivais toujours à accéder à voilà, des choses un petit peu plus intimes. Et en tout cas, ils se laissaient plus volontairement filmer. Et est-ce que je me demandais aussi par rapport à la mise en scène et leur participation. Enfin, la toute première image du film, on voit l'un des personnages qui tourne comme ça en rond et il va citer toutes les arrêts de train. Et c'est assez joli parce que c'est très simple comme idée, mais ça marche très très bien. Surtout après, au fur et à mesure que le film avance, on se rend compte de l'importance de ces arrêts, de ces villes. Par rapport à la nouvelle ligne de chemin de fer. Est-ce qu'ils ont apporté, eux, leurs idées à la mise en scène, ou est-ce que c'est toi, ton équipe? Alors, il y a quand même énormément de situations que j'ai filmées parce qu'elles se produisaient sous mes yeux. Après, il y a effectivement quelques scènes que j'ai imaginées avec eux. Donc parfois, ils étaient volontaires et ça se passait bien. Et parfois, je leur demandais de faire des trucs, ils n'avaient pas envie. Et du coup, ils le faisaient juste parce que je leur demandais de le faire, mais du coup, ça rendait rien. Mais c'est vrai que, notamment Gauchou, là, qu'on voit dans la première scène, là, du coup, je lui ai dit un petit peu, parce qu'en fait, c'était quelque chose qu'il faisait tout le temps. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il commençait à parler de la ligne, il égrenait comme ça tous les noms des arrêts. Et donc voilà, j'avais ça en tête et je voulais en faire quelque chose. Et je me suis dit que ce serait bien de le voir comme ça, comme s'il était dans ses pensées et de le citer. Donc je lui ai dit, est-ce que tu pourrais faire ça? Et alors là, il était hyper volontaire et il l'a fait. En le voyant faire, je me suis dit, oula, là, il se passe quelque chose que j'aime bien et qui sera peut-être dans le film. Et ensuite, il y a tous ces moments suspendus aussi, un peu de... Voilà, je pense que la sensation vient du fait de ta façon de garder les plans comme ça, durés, et du fait aussi de garder tous ces moments où il n'y a pas une action très explicite qui se passe, où ils sont par exemple assis à discuter. Tout ça, comment tu as conçu ces moments-là? Quelle importance dans les films pour toi et quelle signification? En tout cas, pour moi, c'était très important que le rythme du film soit lent, parce que ça correspondait au rythme du train, ça correspondait aussi à leur rythme de travail, parce qu'en fait, ils sont empêchés de pouvoir faire leur travail la plupart du temps. Donc, il y a aussi énormément de temps où ils sont juste entre eux, ils se chambrent, ils parlent, ils discutent, tout ça. Et ça, pour moi, je voulais vraiment que ça existe dans le film, c'était hyper important. Et puis, c'est vrai que j'imaginais plutôt des plans séquences comme ça, assez longs. Donc, c'est à la fois au tournage, j'étais vigilant à ces moments-là. Puis après, au montage, on a essayé de faire en sorte de garder ça et puis de faire en sorte que le film soit aussi à certains moments un peu contemplatif et puis aussi montrer un petit peu le vide, quoi, l'attente et puis les temps un peu suspendus comme ça. Ouais. Merci pour ce témoignage, hein, c'était super intéressant. Et alors la scène des lunettes, c'est une mise en scène, c'est eux qui discutaient de ces lunettes? Alors là, pas du tout de mise en scène, quoi. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé sous mes yeux comme ça et c'était un cadeau, quoi. Donc là vraiment, typiquement, ça fait partie des derniers tournages où là on sent qu'ils sont très à l'aise avec moi et que voilà, ils peuvent même s'engueuler devant moi voilà, moi je pareil. Me demandais si c'était naturel ou si c'est vous qui aviez mis cette mise en scène. Vous avez l'impression que c'est naturel? Oui, tout à fait. D'accord, merci. Et ils ont vu le film? Alors oui, je suis allé leur montrer le film là, au mois de mai et je tenais énormément à faire une projection dans les ateliers de maintenance. Je voulais qu'ils le voient dans ces conditions. Et puis, en fait, il y avait plusieurs projections en Éthiopie et je voulais qu'ils le voient avant les autres projections. Donc je suis arrivé avec mon vidéoprojecteur, j'ai tout installé comme ça. Il fallait trouver un endroit où il pouvait s'installer, un endroit où on avait un peu un carré blanc où on pouvait projeter comme ça. Et la projection, elle était super parce qu'en fait, pendant les moments où ils chantaient dans le film, ils chantaient tous, ils arrêtaient pas de se chambrer aussi, comme on les voit dans le film finalement. Mais en tout cas, ils étaient hyper émus de se voir comme ça, comme personnage d'un film, quoi. Merci de ce témoignage et puis de ce paysage. Mais je voudrais savoir, le train actuel, il va en Éthiopie, il va à Djibouti ou il reste à l'intérieur de l'Éthiopie maintenant?
En fait, le nouveau train, donc le train qui a été construit par la Chine. Non, je ne parle pas de celui-là, je parle de l'ancien. Ah, l'ancien, Oui. l'ancien, donc en fait, il va de Dire Dawa jusqu'à la frontière djiboutienne. Donc en fait, il s'arrête vraiment à la frontière. Ah, ça va Et il fait demi-tour et après, il repart dans l'autre sens le lendemain. Mais du coup, c'est 207 km. Donc c'est une toute petite portion et il faut quasiment, il faut plus de 10 heures pour faire ces 207 km. Oui, Tu vas moi, je très l'ai pris. doucement, quoi. Je l'ai pris ce train. Je l'ai pris de Djibouti jusqu'à Derry-Dawa. J'ai fait l'escale à Derry-Dawa puisqu'on est obligé de descendre du train et j'ai repris le train jusqu'à Addis Abeba. Donc je l'ai bien pris, mais c'était dans les années 2000. Enfin, c'était même avant 2000. Et donc j'ai revu les mêmes wagons, la même peinture, les mêmes couleurs. Mais par contre, dans les années 2000, ils parlaient tous français, les cheminots, parce qu'ils avaient été formés en France, à Toulouse, je crois d'ailleurs. Parce que du fait, vous dites qu'il y a la concession avec la SNCF, avec la France, et tous les cheminots étaient formés par les Français. Et donc, ils parlaient français, c'est pour ça. Mais vous n'avez pas du tout cité ça. Et à une époque, effectivement, il y avait des cheminots de la SNCF qui travaillaient aussi. Non, mais ils allaient, eux, Éthiopiens, se former en France. Pas tous, hein, mais il y en a certains qui ont été formés ici. Oui. Ouais. Et donc, après, l'autre question que je voulais poser là, c'est qu'on ne voit pas tous les marchands ambulants qui vendent les beignets, toutes ces choses-là, à chaque arrêt. Il y a une petite mention sur les contrebandiers aussi, mais on ne voit pas la technique du contrebandier. On ne peut pas tout montrer malheureusement dans un film, il faut faire des choix. Donc voilà, moi j'ai fait le choix de me concentrer sur cette vendeuse de cat, qui était un petit peu celle sur laquelle j'avais envie de... Enfin, en tout cas, j'avais envie de montrer effectivement une certaine économie de subsistance qui était possible grâce au train. Et voilà, je me suis concentré sur elle. Et forcément, je ne peux pas tout dire avec elle, mais voilà, j'avais quand même envie qu'on rentre un petit peu dans un personnage avec elle. Oui. On ne peut pas tout montrer. Et c'est vrai que c'est un film très avec beaucoup de personnages masculins, enfin des hommes, parce que c'est les cheminots, et le penchant donc avec toutes ces femmes qui se dédient au petit commerce de ces produits Ducat. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots, peut-être pour prendre un peu conscience de ce que ça représente comme économie? Ouais, en fait, c'est vrai que c'est principalement des femmes qui sont commerçantes. Et généralement, c'est en plus des femmes qui ont un sacré tempérament, parce qu'il faut quand même... dans le train, tout le monde n'est pas toujours tendre. Les gens ne sont pas forcément tous tendres entre eux. Donc, il faut savoir s'imposer. Et donc, généralement, en fait, les femmes, elles ont la plupart, en fait, elles ont un fonctionnement qui est très bien réglé. En fait, ce qu'elles font, c'est de Dire Dawa, elles ramènent... donc soit du cat ou des légumes ou des céréales, et en fait elles le vendent donc soit là par exemple le cat elle le vend au fur et à mesure dans les différents arrêts, et ou alors si c'est des légumes ou des céréales, elle les apporte jusqu'à Djibouti. Et en fait à Djibouti après elle récupère d'autres marchandises qui arrivent par le port de Djibouti, donc généralement des marchandises qui proviennent de Chine ou de je ne sais pas où, et donc après elle les ramène à Dire Dawa et après elles en font un commerce. Donc il y a comme ça il y a une économie qui est une économie qui est pas vraiment légale, qui est vraiment qui peut être de la contrebande, parce que c'est aussi des produits qui sont pas du tout. Et juste parce que moi ça m'interpellait, donc c'est business avec les femmes, et juste pour donner une petite information parce que je fais un peu de recherche, et donc vous donner quelques données, c'est que selon certains articles comme ça qu'on peut trouver, on dit qu'il y a 4 millions de cultivateurs de cats en Éthiopie, que ça peut représenter jusqu'au 20-30% du budget familial de consommation, donc c'est énorme, et voilà, et que c'est une forte ressource de l'économie, en fait, peut-être pas légale, mais qui fait vivre énormément de gens. En fait, c'est légal, et je crois que ça en passe de dépasser même les ressources liées au café. Et donc effectivement, le cat, c'est quelque chose qui est très présent dans la vie des Éthiopiens, et encore plus à l'est. Donc à Dire Dawa, c'est très très présent. C'est-à-dire que l'après-midi, il y a plein de gens qui ne travaillent pas et qui ne font que catter pendant toute l'après-midi, quoi. Donc très très présent, surtout à l'est, et puis au Yémen aussi, il y en a beaucoup. Djibouti beaucoup aussi. Dans cette région, c'est très présent.
Et l'autre information, j'ai oublié de citer, qui m'a frappée aussi par rapport au CAT, c'est que les plantes, elles doivent être consommées extrêmement fraîches. Donc, au-delà de 24 heures, apparemment, de la cueillette, elles font plus d'effet. Donc, de là, peut-être l'importance aussi du train et de transport par voie ferroviaire. Ouais, tout de suite, ça m'a semblé en plus hyper intéressant parce que pour un train qui avance très lentement et qui en plus peut avoir des problèmes, je trouvais que c'était intéressant qu'il y ait cette espèce de course contre la montre pour que le 4 puisse rester frais et puisse être consommé au moment où il a toutes ces, qu'il soit frais. Et donc, c'est une économie qui est peut-être mise en danger du fait par rapport à l'autre ligne électrifiée où les gens, toutes ces femmes-là, vont pas pouvoir prendre ces trains, tout le trajet, si jamais cette ancienne ligne venait à disparaître, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une grosse, de grosses quantités de cadres qui sont acheminés grâce au train, notamment dans les villages qui sont le long des rails. Donc, effectivement, si le train devait s'arrêter, ça poserait des questions d'acheminement. Je pense qu'il y avait une dame qui avait une question là-haut. Elle a toujours la question. Je voulais vous demander à quelle heure le train circule en général ? Là, le départ du train, c'est très tôt. Le train, il part à 5h du matin. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de lumière crépusculaire dans votre film. Alors, est-ce que c'est parce que vous voulez accentuer le tragique de la situation ou c'est parce que ça traîne tellement que... Il y a l'aube aussi qui est Oui. représenté le matin. Puis après, effectivement, à la fin, là, ce qu'on voit, effectivement, là, on sent que la lumière est en train de tomber. Que C'était volontaire ou... Bon, c'est parce que ça fait des belles images. Et que, mais effectivement, on peut le voir comme ça. Merci. Et puis, il y a la construction de... Comment vous représentez le train, la nouvelle voie ferrée, donc ce qu'ils appellent, eux, le train chinois. Donc, c'est vrai qu'on le voit sans le voir. On l'a perçu juste à un moment du film, un peu loin. On le voit circuler en parallèle de la ligne où tu t'es embarqué avec ton équipe pour filmer. Est-ce que, du départ, tu as conçu la représentation du train de cette manière, c'est-à-dire comme si c'était un peu un fantôme une menace qui planait sur la vie de cette ancienne ligne de train. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir au film que je voulais faire, donc je savais qu'il y avait, que j'allais passer du temps avec les cheminots, mais c'est vrai que au début, je me demandais s'il fallait que je montre de l'autre côté le train chinois. Et assez rapidement, je me suis dit qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est d'être avec les vieux cheminots et de voir en fait le monde à travers leurs yeux et de voir justement cette menace que représentait la nouvelle ligne depuis les ateliers, les vieux ateliers. Et donc comme ça, et puis après, il y avait la question de comment est-ce qu'on le représente et comment. Et effectivement, assez vite, en fait, je me suis dit que je voulais pas le montrer, que justement, je voulais que ça reste comme ça, comme une espèce de fantasme au loin. Et puis, puis après, en fait, quand on prend le train, effectivement, on peut le voir. Et quand on l'a filmé, je me suis dit que c'était pas mal parce qu'on le voyait comme ça, au loin. Donc, ça enlevait rien au fantasme qu'on a pu se construire lorsqu'ils en parlent et tout ça. Mais que ça permettait quand même de le représenter à un certain moment, quoi. Merci pour ce film. Une question sur la sécurité dans le ferroviaire, sur ce train-là. Est-ce qu'il y a une connaissance des accidents, des prises en compte, comment la sécurité est abordée sur ce train? Alors, c'est un train qui, comme vous avez pu le voir, est quand même très ancien. Et en plus, il n'y a aucun investissement pour rénover la ligne et les matériels roulants. Donc, effectivement, des accidents arrivent assez fréquemment. Le train déraille assez fréquemment. Et puis, il y a certaines portions de la ligne où les rails sont très anciennes, très, très, très vétustes. Et du coup, ça secoue beaucoup. Mais donc, voilà, en fait, ils ne font que réparer le train avec des vieilles pièces qu'ils essaient de réparer, mais il n'y a aucun investissement
il n'y a aucun investissement pour pouvoir le réparer ou le mettre aux normes. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment une volonté politique de faire mourir ce train comme ça, en fait, de complètement arrêter d'investir et d'attendre qu'en fait le train meure de sa petite mort. Et il y a une autre question par rapport à l'introduction des notions d'histoire et d'avancer comme ça dans l'évolution de la construction de la nouvelle ligne, la menace que ça peut représenter, tout ça. Ça passe beaucoup par des moments d'écoute de radio, des infos à la radio, et aussi, je pense que c'est des vidéos peut-être sur un téléphone portable. Est-ce que c'est des scènes qui sont tirées du réel? Est-ce que ces cheminots, ils s'informent beaucoup par la radio? Est-ce que c'était quelque chose pour un peu donner quelques indices, quelques historiques aux spectateurs? C'est un petit peu tout ça. C'est-à-dire que la radio, elle est quand même omniprésente dans les ateliers. C'est quelque chose qu'ils font. Ils écoutent la radio pour s'informer, ils écoutent de la musique. Donc, en fait, je pense que c'est comme ça que m'est venue l'idée de aussi. Parce qu'en fait, la manière dont je travaille, je fais pas d'interview frontale. Et en même temps, là, on est dans un pays dont on connaît pas forcément toute l'histoire, et encore moins l'histoire du chemin de fer. Donc, j'avais quand même besoin d'apporter certaines informations. Et donc, voilà, je me suis permis d'utiliser ce dispositif pour amener des informations, y compris sur l'évolution, soit de la nouvelle ligne ou en lien avec leur compagnie à eux. Donc, c'est comme ça que je me suis dit que c'était une manière d'amener des informations et du contexte de manière un peu subtile ou douce en tout cas, et en même temps ça correspondait aussi à quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire, d'écouter la radio. Alors, ce qui était surprenant, moi, là, quand ils reçoivent la notification où il faut qu'ils notent, parce que vous dites que le gouvernement, a priori, veut que ce train disparaisse, alors que ça correspond à quoi? C'est une entreprise, ils ont l'air de dire que pour que l'entreprise progresse, on va mettre des notes pour évaluer. C'est assez curieux. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça qui est arrivé là? En fait, donc ça correspond à l'époque où il y a eu donc le chemin de fer. Il a été repris en main par la ville de Diridawa. Donc c'est la compagnie en fait a été remise entre les mains de la municipalité. Et donc il y a un nouveau directeur qui a été nommé. Et voilà, ils étaient plein de bonne volonté. Ils voulaient montrer aux cheminots qu'ils allaient prendre les choses en main. Donc il y a eu aussi, effectivement, comme on l'entend dans un extrait radio, il y a eu une augmentation de salaire. Ils ont attribué une prime qu'ils demandaient depuis très longtemps. Donc il y a eu comme ça plein d'effets directs. Mais ce que j'essaie de montrer dans le film, c'est qu'en fait, c'était un petit peu pour se donner le bon rôle. Et en fait, montrer que ce qui intéressait avant tout la nouvelle compagnie, c'était la nouvelle direction, c'était avant tout de valoriser le patrimoine en fait, et d'en faire un musée, et pas du tout de réinvestir pour faire en sorte que le train puisse continuer à rouler encore très longtemps. Est-ce qu'ils sont combien à travailler là, de cheminots? Là, en tout, alors dans le service, dans le département wagonnage, maintenant ils sont plus qu'une dizaine, alors qu'avant ils étaient plus d'une centaine. Mais en tout, dans la compagnie, ils sont une cinquantaine. D'accord. Et ce train touristique là qui fait que 11 km qu'on voit à la fin, là, alors que ça correspond à quoi ça, ce train? Parce que vous dites ça fait 11 km. Les touristes qui viennent pour réserver pour le dimanche là. Ouais, c'est ça. C'est pour faire un tour de 11 km autour de Diridawa, mais rien de plus. C'est vraiment pour. C'est dans cette volonté de faire un musée, un train musée. Voilà, de faire un train musée, puis de valoriser le patrimoine et ce qu'a été ce train et son histoire. D'accord. Et alors les 100, la monnaie, là, ça correspond à quoi en argent? Parce qu'ils disent que c'est pas cher. Pour eux c'est cher, c'est pas cher, ça correspond quoi? Non, c'est pas cher. Au niveau monnaie. Sans beurre, c'est 2 €. On voit qu'il négocie à un moment le 4 à, je sais pas si c'est 600, quelque chose comme ça. Donc, ça a l'air d'être pas beaucoup, pas très cher, quoi. Il y a une question tout en haut.
En fait, j'ai pas du tout une question. C'était juste que je voulais vous dire que j'ai trouvé votre film assez incroyable, que c'est un sujet fantastique et que le rythme, j'ai beaucoup aimé. Et il y avait un autre truc et j'ai oublié avec le micro, mais voilà. C'est déjà beaucoup de compliments, donc merci. Mais j'ai trouvé ça ouais, très beau. Ah oui, c'était l'image. Les images, elles sont d'une beauté. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça parce que j'ai vraiment passé un super moment et je voulais vous remercier. Voilà. Merci. Oui, moi, ce qui me pose problème, c'est la disparition du train. Je veux dire que c'est une économie. Enfin, je veux dire, ça paraît pas pensable parce que l'autre train, on le voit, il transporte des containers et je sais pas. Ça paraît concevable que ce train disparaisse. Pour plein de gens, non, parce que en premier lieu pour les cheminots qui ont vraiment dédié leur vie à leur train. Moi, je me pose vraiment la question qu'est-ce qu'ils vont devenir le jour où le train arrêtera complètement de rouler. Et après, effectivement, pour toutes ces personnes qui utilisent le train pour se déplacer et en plus pour commercer, je me pose vraiment la question de comment ils vont pouvoir faire autrement. En fait, il y a effectivement des camions, mais en fait, les camions, alors ils peuvent aller à Djibouti, mais en fait, il y a plein de villages qui sont pas du tout acheminés par la route et qui sont uniquement construits autour du chemin de fer. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est votre projet sur lequel vous travaillez actuellement ou les projets que vous pouvez avoir, parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans votre film, c'est qu'il n'est absolument pas didactique. Ce n'est pas un documentaire qui va tenter d'expliquer quoi que ce soit. Il donne simplement à montrer la chair humaine, je dirais. Et c'est ce qui est intéressant dans votre film, c'est que effectivement vous avez tenu à l'écart le train chinois, et on comprend bien, sans que vous ayez à le démontrer, autrement que par les images et les personnages que vous filmez, leur vie, vous montrez bien la problématique qui est en jeu. Et elle est considérable, c'est la fin d'un monde. Donc je voudrais savoir si dans votre projet, vous avez l'intention de continuer à filmer le hors-champ, les enjeux. Ouais. Alors pour répondre à votre remarque sur le fait que le film n'est pas didactique et que c'est ça que vous avez aimé, moi c'est vraiment comme ça que je conçois le cinéma et le documentaire en tout cas. Parce que je fais aussi confiance aux spectateurs et aux spectatrices qui peuvent tout à fait comprendre sans qu'on soit obligé de les prendre par la main. Et puis moi, ce que j'avais très envie, c'était de faire ressentir la vie de ces cheminots en étant à côté d'eux, en les voyant travailler, en les voyant rien faire, discuter. Et moi, c'est comme ça que j'envisage le cinéma documentaire. Et sur les projets, alors je peux pas en parler parce que c'est encore vraiment trop c'est encore trop tôt pour en parler. En tout cas, je pense que effectivement une des thématiques qui m'intéresse et que j'ai envie d'approfondir dans d'autres films, c'est parce que là on voit qu'ils sont maintenir le train en vie, c'est presque une obsession en fait. Et moi j'aime bien voir des gens qui sont complètement obsédés par une idée, par un objet, par je ne sais quoi. Mais en tout cas, j'aime bien voir les gens quand ils sont concentrés autour d'un rêve qui peut être un peu fou. Ouais. Donc je pense que j'essaierai d'approfondir cette idée-là qui me plaît bien. Merci Simon alors. Merci.